Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire portant sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Je suis Perla Albuez, Partnership Officer Construction et Développement Durable au département Environnement au LIST. Et je vais vous accompagner pendant une série de 4 webinaires se focalisant sur la construction durable. Pour information, cette session sera enregistrée et partagée plus tard sur notre chaîne YouTube. Pendant 1h30, nos 5 intervenants aborderont différents aspects de la thématique, commençant par le contexte global et systémique, puis les principaux usages et impacts. On fera le point sur la situation actuelle au Luxembourg. Après, on abordera le sujet des smart buildings et comment ils aident à améliorer l'efficacité énergétique. Et au final, on aura une présentation du projet européen EPC RECAST avec un exemple d'un pilote au Luxembourg. N'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long de la session via l'onglet questions. On abordera une session questions-réponses à la fin des présentations. Démarrons par une introduction à la thématique avec Philippe André et Sébastien Thomas. Philippe est ingénieur civil de construction, docteur en sciences de l'environnement et professeur à l'Université de Liège. Il est coordinateur des activités de l'équipe de recherche Building Energy Monitoring and Simulation. Il a des compétences sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, surtout lors de l'utilisation et de la gestion. Philippe coordonne avec le professeur Stéphane Mas un programme en double diplôme avec l'Université de Luxembourg sur la thématique énergie et développement durable. Sébastien est chercheur à l'Université de Liège au département de sciences et gestion de l'environnement. Il est impliqué dans les projets d'amélioration de la résilience du cadre de vie, en particulier dans les bâtiments. Il a une expertise en simulation énergétique, mesure de consommation et évaluation du confort. Il a un parcours entre une recherche scientifique, enseignement et entreprise privée. Il est également engagé à l'Energy Agence pour effectuer les suivis énergétiques des bâtiments et industries. Philippe, je vous donne la main. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient d'introduire le sujet, donc de présenter la problématique de l'énergie et en particulier le poids que représente le bâtiment dans l'utilisation de l'énergie aujourd'hui. J'essaie de passer la diapositive suivante. Voilà. Donc, comme je disais, il me revient d'introduire le sujet. Et pour cela, je vous montre ce graphique qui illustre l'augmentation assez spectaculaire de la consommation de l'énergie depuis les années 1970. C'est le moment où la crise du pétrole est apparue et on a commencé à se préoccuper de la question de l'énergie. Donc on voit que malgré cette préoccupation, l'utilisation de l'énergie a spectaculairement augmenté à l'échelle mondiale. Et c'est peut-être encore plus parlant de regarder les deux camembert du haut qui montre l'évolution de la consommation d'énergie primaire à l'échelle mondiale. On voit qu'entre 1973 et 2019, on est dans un facteur 2,5 pour la consommation de l'énergie. Cette deuxième vue globale des choses nous montre la répartition géographique qui montre que cette augmentation de la consommation d'énergie n'est pas du tout similaire dans les différents continents. Certains, et on pense évidemment à l'Asie, se marque par une augmentation très spectaculaire au cours des 10 dernières années. Et l'image de droite simplement montre l'empreinte énergétique d'un citoyen du monde dans différents pays, où on voit qu'il y a une énorme disparité dans l'utilisation de l'énergie entre un pays comme le Qatar et un pays comme la France ou la Chine. Alors, venons au problème du bâtiment et à observer ce que représente le bâtiment. Pour ça, je me base sur de l'information qui est publiée chaque année par l'Agence internationale de l'énergie au travers de son rapport annuel World Energy Outlook et dont les données s'appuient sur un modèle d'évaluation du système énergétique mondial qui s'appelle le World Energy Model. Donc, ce rapport traditionnellement divise la consommation, sectorise la consommation énergétique en 3 grands secteurs: l'industrie, le transport et le bâtiment, qui est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors, c'est un modèle de simulation de la chaîne énergétique mondiale qui inclut donc les différentes étapes de cette chaîne, de la production à la demande en passant par la transformation, et qui permet d'évaluer les perspectives globales régionales, les impacts environnementaux, les effets des actions et politiques publiques et les investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie. Donc, voici une vue d'ensemble du modèle énergétique mondial qui part des sources utilisées, prélevées dans la nature, qui illustre les processus de conversion de cette énergie primaire vers l'énergie finale et qui indique les différents services énergétiques qui sont rendus à l'échelle globale. Si on fait maintenant un zoom sur le secteur du bâtiment, on identifie ce qu'on appelle les drivers, donc ça veut dire les paramètres ou les facteurs externes qui vont avoir une influence sur la consommation énergétique du bâtiment, desquels on dérive les variables d'activité qui sont les grandeurs qui vont influencer directement la consommation de l'énergie à l'échelle du bâtiment, comme simplement, à titre d'exemple, la surface des bâtiments, desquels on déduit alors les différents sous-secteurs, puisque ce rapport, le World Energy Model, catégorise l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments dans 6 sous-secteurs. L'utilisation de l'énergie, je vais conclure avec ça avant de passer la parole à Sébastien Thomas, se décline en différentes technologies, dont on voit ici une vue d'ensemble et qui indique dans quel domaine technologique les efforts sont à réaliser si on veut avoir une action sur l'utilisation et concrètement sur la réduction de l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Donc on distingue classiquement les technologies de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire, tous les équipements électriques, tous les équipements de refroidissement, d'éclairage et de préparation de l'alimentation. Voilà, je conclue avec ça. Je passe la parole à Sébastien. Merci Philippe. Alors, je vais continuer par la mise en perspective. On parle de performance énergétique des bâtiments. Il y a encore juste ce slide-là peut-être sur les différents types. Oui, excusez. Donc un peu de terminologie parce qu'on confond parfois les termes en matière de grandeur indicatrice de l'utilisation de l'énergie. Donc si on remonte la chaîne de l'énergie depuis l'utilisation pour répondre à certains services, par exemple chauffer un local, on va parler de demande, de besoin net pour qualifier l'énergie qui assure le service énergétique. Si on remonte la chaîne, on parle de besoin brut pour qualifier l'énergie qui est utilisée pour assurer le service. On parle d'énergie finale ou de consommation si on veut exprimer l'énergie qui est consommée en termes de litres de carburant, de combustible par exemple, ou de mètres cubes de gaz, qui est consommé pour assurer le service. Et si on remonte dans la nature, dans le prélèvement de la nature, on parle alors d'énergie primaire. Voilà. Alors, pour la suite, je voulais mettre en perspective la performance énergétique des bâtiments avec Sébastien, on ne vous entend plus en fait. Désolée, il y a un problème de connexion avec Sébastien.
Désolé pour le petit intermède, une coupure de connexion. Voilà, je peux continuer avec la mise en perspective de la performance énergétique avec l'empreinte carbone. L'empreinte carbone notre empreinte carbone ici, c'est pour un Belge moyen, c'est pas tellement différent ici au Luxembourg. On va voir que pour les différentes familles de consommation, d'empreinte carbone, on a le logement, la mobilité et l'alimentation, ainsi que les achats et les services publics. Et sur les parties sur lesquelles on va intervenir ici, au niveau de la performance énergétique, c'est pour la partie logement et pour la partie services publics, donc environ 10 à 15% de notre empreinte carbone moyenne pour la performance énergétique des bâtiments. Alors, je vais passer à la slide suivante. Si on peut me donner le contrôle ou alors passer à la slide suivante. Une autre mise en perspective, c'est par rapport à quelque chose qui est plus tangible que l'impact, que l'empreinte carbone qui est parfois difficile à évaluer. Ici, il y a la place de la consommation, il y a la place de la performance énergétique des bâtiments dans la consommation d'énergie finale. On a vu les différents types de consommation d'énergie, besoin, consommation finale et énergie primaire. Ici, pour la consommation finale, donc celle qui est vraiment payée par les ménages, par exemple, on a une répartition au niveau européen. On a en gros un tiers transport, un tiers industrie et un tiers bâtiment, avec les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires, ce qui sont appelés ici dans le graphe de gauche les bâtiments commerciaux. Au niveau du Luxembourg, pour pouvoir comparer ça avec le Luxembourg, on a aussi ces mêmes secteurs, mais un secteur qui est beaucoup plus important, qui est le transport. Ici, dû aussi au tourisme à la pompe, hein, on a vraiment une plus grande consommation d'énergie due au transport au Luxembourg par rapport à la moyenne européenne. Voilà, mais on a aussi l'impact de l'industrie et des bâtiments. Tout ça pour la mise en perspective de la consommation d'énergie et de la performance énergétique des bâtiments. Pour venir à une des deux grandes familles de bâtiments, les bâtiments résidentiels. Pour ceux qui ont déjà suivi des formations sur la performance énergétique des bâtiments, le graphe de gauche est quelque chose qui est très souvent amené, qui est très souvent présenté. Avec des bâtiments passifs, on va avoir une consommation d'énergie qui va être beaucoup moins grande. En kilowattheure par mètre carré, on va diminuer énormément. On va voir par la suite qu'il y a l'effet rebond qui intervient et qui va faire en sorte qu'on économise peut-être un peu moins. Pour savoir quelle est la répartition des besoins dans les bâtiments résidentiels, on a un exemple pour la Wallonie qui n'est pas forcément très différent du Luxembourg, où on a entre 60 et 75% qui est dû de la consommation d'énergie des bâtiments résidentiels qui est due au chauffage, une plus petite partie pour l'eau chaude sanitaire qui est marquée ECS ici, et les autres usages sont de l'ordre de 10 à 15%. Usages particulièrement au niveau électrique, ce sont tous les autres usages qu'on va voir sur le graphique, sur l'infographie suivante, qui est tirée d'une documentation grand public pour montrer quelle est la consommation en kilowattheure de chaque équipement électrique qu'on peut avoir à la maison. Un ménage moyen, c'est 3500 kWh par an. Ceci n'inclut pas la mobilité électrique que vous avez à droite ici sur l'infographie. Donc voilà, on a un certain nombre d'usages électriques qui sont dans la maison, qui sont de plus en plus importants entre il y a une quinzaine d'années et maintenant. Ce qui me permet d'introduire l'effet rebond. L'effet rebond, ici, on pourrait s'attendre avec le graphique de gauche à avoir une performance énergétique qui est bien meilleure entre les années 2000 ou même les années avant 2000 et la période actuelle. Mais on va le voir que
la performance n'a pas été vraiment améliorée avec une aussi grande, on n'a pas une aussi grande progression que ce qu'on peut espérer ou que ce qu'on avait imaginé. Et ici, j'introduis l'effet rebond. L'effet rebond, il y a une petite définition pour l'effet rebond. L'effet rebond, c'est au fur et à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que si on a une économie d'énergie, on va avoir des effets qui vont faire en sorte qu'on va plus utiliser cette technologie et qui va faire en sorte que la consommation d'énergie totale va être quand même relativement élevée. Je prends ici un exemple avec une personne qui peut acheter une voiture avec un meilleur rendement, donc avec une consommation moindre au 100 km. Ça, c'est la ligne verte. On peut espérer avoir une très grande économie d'énergie, mais on va par contre utiliser la voiture plus souvent. Donc, on va utiliser plus de carburant et avec l'argent qu'on aura économisé en ayant une voiture qui est plus efficace, on va pouvoir acheter d'autres biens et services qui vont engendrer une consommation d'énergie aussi plus importante. Donc, ça, c'est l'effet rebond que j'aimerais illustrer ici au niveau du secteur résidentiel, en particulier à Luxembourg, puisqu'on a les données très précises du Statec depuis un certain nombre d'années. On a sur le graphique de gauche la consommation d'énergie finale au Luxembourg. Je n'ai oublié la partie transport que je mets de côté ici, mais si on regarde les barrettes bleues qui correspondent aux ménages, on voit qu'on a une certaine consommation d'énergie entre 2015 et 2021, où on a une consommation d'énergie qui diminue un petit peu, mais qui ne diminue pas énormément. Et on a la population qui augmente quelque peu. Si on veut regarder l'intensité énergétique, donc quel est le nombre de kilowattheures, mégawattheures, gigawattheures par personne et par an, juste pour l'aspect résidentiel, secteur résidentiel, on arrive entre 2015 et 2021 à une diminution de 15%, ce qui n'est pas énorme, ce qui est déjà bien, mais on pourrait s'attendre avec le graphique qu'on a vu avant. On a des bâtiments qui devraient consommer peut-être la moitié ou juste 15% ou 20% de ce qu'ils consommaient, de ce que les anciens bâtiments consommaient. Donc, on a une diminution ici de 15% et en l'occurrence, ici, on a environ 10 mégawattheures par personne et par an au niveau de la consommation d'énergie finale des ménages. Donc, voilà. On a l'effet rebond qui fait en sorte qu'on n'économise pas autant que ce qu'on aurait pu espérer. L'effet rebond, il est aussi illustré au niveau européen. Donc, il y a des études qui ont été faites. Ici, ce n'est pas entre 2015 et 2021, c'est entre 2000 et 2019 où on voit en orange la variation de consommation des ménages. On arrive à environ moins 10 mégatonnes équivalent pétrole. Ça correspond environ à une économie de 4%. Donc, entre 2000 et 2019, au niveau européen, au niveau de la consommation des ménages, on a économisé 4%. Par rapport aux économies d'énergie qui ont été faites, qui est le grand rectangle bleu, qui est énorme, mais on a d'autres effets qui font que les bâtiments consomment plus. Ça veut dire, tout d'abord, pour la partie orange clair, il y a plus de bâtiments. Une deuxième partie, c'est la partie jaune où on a de plus en plus d'équipements électriques, hein, comme on a pu le constater dans nos habitations depuis quelques années. Et on a aussi des plus grandes maisons. Donc, si on a économisé de l'énergie, on peut construire peut-être une annexe ou avoir d'autres choses qui consomment de l'énergie. Voilà pour illustrer l'effet rebond. Je vais arriver juste pour un slide sur le tertiaire, qui est un contexte un petit peu différent que le résidentiel, mais qui fait aussi, où il y a aussi des effets rebonds, où on a aussi des économies d'énergie qui ne sont peut-être pas aussi énormes que celles qu'on aurait pu estimer. Juste pour les usages dans les bâtiments tertiaires, l'exemple de la Wallonie, l'usage est un petit peu différent que pour le bâtiment résidentiel, parce que ici, pour le tertiaire, on a des usages électriques qui sont beaucoup plus importants. On a
environ 50% pour tout ce qui est chauffage, eau chaude sanitaire et 50% pour tout ce qui est autre usage, qui varie énormément si on a affaire à une piscine, une école, une maison de repos ou un hôpital. Donc, c'est pas forcément évident de splitter tous les effets, tous les usages. Et pour terminer, au niveau de la performance énergétique, puisqu'on a dressé un constat, maintenant, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est ça qui est important dans ce séminaire aussi. On a déjà tous entendu un certain nombre de principes de conception qu'il faut mettre en œuvre, améliorer l'isolation, avoir des équipements efficaces, avoir de la récupération de chaleur, être attentif au confort d'été. C'est une chose qui est prise en compte dans les réglementations énergétiques aussi. Une deuxième chose, c'est des concepts un peu plus récents au niveau de l'économie circulaire, donc de la modularité des espaces, du choix des matériaux, du choix des équipements, avoir des choses qui sont réparables, remplaçables. Ça, c'est une deuxième famille d'améliorations qui sont là et qui sont très, très importantes. Et une dernière qui est vraiment relativement récente, c'est la mobilité électrique qui doit être intégrée parfois au niveau des bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Mais avec ces trois familles d'améliorations, on va voir qu'on aura toujours l'effet rebond. Donc, il faut réfléchir un peu plus loin et au-delà des concepts, au-delà de la théorie et au-delà de la conception et de la bonne mise en œuvre, il faut aussi être attentif à quelle est vraiment notre consommation d'énergie. Et pour ce faire, on pense qu'il y a différentes choses qui sont très importantes. La conscientisation des occupants, l'implication des parties prenantes, surtout pour les bâtiments tertiaires, les propriétaires, les occupants, les facility managers et les différents corps de métier qui interviennent. C'est important d'avoir une vision commune au niveau de la performance énergétique. Avoir une certaine transparence, ça c'est surtout utile quand on passe de la phase conception à la phase utilisation du bâtiment, et un suivi pour avoir des indicateurs de performance et qu'on puisse les évaluer au fur et à mesure. Et ça, je pense qu'au niveau Smart Building, Jorge aura certainement un certain nombre de choses à dire là-dessus. Ça sera très, très important d'avoir le suivi. Et je fais juste pour terminer un petit parallèle avec ce qui est sorti, non pas la semaine passée au niveau du rapport du GIEC, mais un rapport un peu plus ancien de l'année passée, qui évalue les contributions à la réduction des émissions de CO2. Donc, quelles sont les pistes d'amélioration de la performance des bâtiments pour avoir de moins grandes émissions de gaz à effet de serre. Et là, étonnamment, on voit l'extrait du rapport avec des diminutions potentielles qui sont gratuites, en fait, ce qui est en bleu, et qui peuvent être importantes en termes de gigatonnes d'équivalent CO2. Donc, la première chose, c'est éviter d'avoir des nouveaux services qui ne servent pas à grand-chose et qui servent juste à augmenter la consommation d'énergie. Donc, à réfléchir à nos usages du bâtiment, ça permet de belles économies, avoir des équipements efficaces. Les nouveaux bâtiments avec une performance énergétique plus élevée, c'est ce qu'il faut aussi réaliser, mais qui coûte relativement cher par rapport aux deux premières mesures, production d'énergie renouvelable et aussi l'amélioration, la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Désolé pour le petit contretemps au niveau technique. Merci beaucoup, Sébastien. Notre prochain intervenant, James Wolf, il est créateur de la société Actif au Luxembourg et de la société A2 Conseil en Belgique. Il est également membre fondateur de la Fédération des conseillers en énergie. James fera la suite de l'intervention de Sébastien et fera le focus sur l'évolution des classes énergétiques au Luxembourg, de la méthodologie de calcul en vigueur et des facteurs environnementaux. James, est-ce que tu pourras partager ton écran, s'il te plaît? Montrer mon écran un instant. Oups.
Écoute, tu peux peut-être juste faire toute la présentation. C'est juste à la fin, le dernier slide que je t'ai envoyé, où là, je repartagerai mon écran. Juste ça. Ça marche. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle James Wolf. Voilà, comme on l'indiquait ici, j'ai un bureau et à Luxembourg et également en Belgique. Donc, ça fait un peu plus de 10-12 ans que j'ai créé ces bureaux-là. Donc, ça me permet un petit peu de comparer certaines choses d'un pays à l'autre et de voir un petit peu les différentes législations qui sont d'application. Ici, je vais me concentrer un petit peu sur quelque chose d'un peu plus on va dire, micro par rapport à tout ce qui était présenté actuellement, où on parlait de manière générale. Donc, je vais plutôt vous parler de comment se passent un petit peu les méthodologies de calcul au niveau du Luxembourg. Donc, voilà, donc juste un petit prélude, c'était pour parler de la fédération que je représente ici. Donc, en fait, en 2011, on a créé la fédération des conseillers en énergie, où justement, tous les confrères, que ce soit architectes, ingénieurs ou des personnes qui peuvent établir également des conseillers en énergie, bien, on s'est tous retrouvés afin de pouvoir avoir un dialogue, pouvoir échanger justement sur toutes les questions qu'on avait. Voilà. On n'a pas, comme en Belgique, je vais dire, tout ce qui est les facilitateurs PEB, où on pose des questions au gouvernement, on a des réponses, je vais dire, relativement rapidement. Ici, voilà, on a les textes de loi et puis on doit faire un petit peu avec cela. Il y a de temps en temps des petites réponses du gouvernement, mais voilà, c'est pas aussi fluide. Donc ici, on échange beaucoup et grâce à la Fédération des conseillers en énergie, donc pour ceux qui sont intéressés, peuvent nous rejoindre. Voilà, donc juste un petit récap, je vais dire, au niveau de la directive européenne. Donc, pour rappel, elle est sortie en 2002. Hein, et donc, cette directive donnait les grandes directions, je vais dire, à chaque pays de pouvoir réaliser sa certification énergétique. Alors, ces directives ne donnaient pas des calculs extrêmement précis. Et donc, ça a amené, je vais dire, chaque pays, chaque région à pouvoir interpréter cette directive européenne. Vous verrez après, je vais un petit peu le développer en montrant quelques exemples qui diffèrent, je vais dire, d'un pays à l'autre. Là, notamment, j'ai pris un peu la Belgique et le Luxembourg. C'est juste pour vous montrer qu'on ne peut pas comparer voilà, les différentes réglementations. Donc, au niveau des réglementations, lorsque on a eu la directive en 2002, eh bien, on a eu le premier règlement grand-ducal qui est sorti en 2007, qui d'une part, on a travaillé sur les bâtiments d'habitation. On a eu des améliorations, des évolutions par rapport au retour sur expérience. Donc, les textes de loi ont évolué en 2012, 2014, 2016 et 2021. La directive européenne, je pense, imposait à tous les pays membres d'intervenir au maximum tous les 5 ans. Donc là, c'est chose faite. Et alors, dans un second temps, on a eu la réglementation sur les bâtiments fonctionnels, donc tout ce qui est bâtiments, commerce, bureaux et autres, qui n'ont pas une vocation, on va dire, d'habitation, ou alors des bâtiments mixtes. Et alors, on voit également que la réglementation a évolué un petit peu moins vite, mais voilà, elle est bien d'actualité maintenant. Alors au niveau du passeport, on entend souvent l'abréviation CPE ou PEB. Voilà, donc il est obligatoire dans un premier temps pour toutes les nouvelles habitations, bien entendu, lorsqu'on va déposer un permis de construire, lorsqu'on fait des extensions supérieures à 80 mètres carrés, des transformations, bref, tout ce qui va nécessiter un permis de construire va nécessiter un passeport. Donc il sera obligatoire également, tout comme en Belgique, en cas de changement de propriétaire ou de locataire. Et alors, le texte de loi prévoit également au Luxembourg d'avoir une mise à jour. Je vous montrerai un exemple de passeport énergétique pour voir un peu le look que ça a. Donc, on a le texte de loi qui nous impose de mettre à jour les consommations des personnes. Donc, le passeport va donner des valeurs qui sont calculées et la lettre énergétique va être déterminée sur ces valeurs calculées.
mais on va avoir la possibilité dans le passeport de pouvoir, au bout de 4 ans, de mettre la consommation, de relever les consommations énergétiques des personnes pour pouvoir un peu comparer comment est-ce que les personnes fonctionnent. Donc c'est assez intéressant si c'est bien fait. Peut-être on peut se rendre compte que parfois le passeport n'a pas été bien encodé, parfois il y a eu des défauts au niveau de la construction parce qu'on a un bâtiment plus énergivore. Autrefois, on peut voir également qu'il peut y avoir des problèmes au niveau technique, simplement en voyant l'évolution qui pourrait agrandir, je vais dire, par rapport à un défaut d'un système comme une pompe à chaleur ou quoi que ce soit. Ou alors de pouvoir constater, comme Sébastien l'expliquait tantôt, le fameux effet rebond. C'est assez marrant de voir, ben voilà, lorsqu'on va avoir un bâtiment, qu'on va le réisoler, on va bien diminuer, et puis ben, au bout d'1 ou 2 ans, finalement, la consommation va réaugmenter à cause de ce besoin que les gens ont d'obtenir un certain confort en se disant, bah, tiens, j'ai isolé, bon, je peux peut-être vivre un peu mieux avec plus de chaleur. Voilà. Le passeport a une durée de 10 ans, donc il a renouvelé au bout de 10 ans. Et alors, actuellement, en fait, il est renouvelé uniquement en cas de changement de propriétaire ou de locataire. Donc, si jamais vous habitez encore, vous avez votre habitation, on fait le passeport, vous vivez 10 ans dedans, au bout des 10 ans, vous continuez à vivre dedans, ben, il n'y a pas d'obligation de refaire ce passeport. Or, il me semble important quand même de faire évoluer les passeports, notamment par rapport à tout ce qui est étanchéité à l'air, de voir les différents travaux que les personnes font. Donc, c'est un peu à faire comme un certificat électrique, je vais dire, où normalement, également, il a une validité de 10 ans et au bout de 10 ans, il faut faire revenir le certificateur électrique dans ce cas-là pour remettre à jour, on va dire, ce certificat électrique. Voilà. Et alors, on indique également qu'il est à mettre à jour en cas de travaux d'isolation ou de changement des techniques. Donc tout ça est prévu dans le texte rendu cadre. Alors ici, c'est une image qu'on utilise qui est valable. Elle vient d'ailleurs de Belgique, mais j'utilise également quand je donne cours ici au Luxembourg. Le principe du calcul du besoin en chaleur de logement, bah, il est tout le temps le même. On va d'abord déterminer les pertes par les parois, on va déterminer les pertes par les fluides d'air, on va étudier la ventilation. Ensuite, on va avoir les apports pour déterminer les apports solaires par les vitrages et les apports internes. Et puis tout ça va nous donner le besoin net en chaleur du logement. À cela, on va calculer bah, bien sûr toute la technique, que ce soit le système de chauffage, eau chaude, les auxiliaires. Alors tout ce qui va être climatisation, alors au Luxembourg, on n'encode pas pour l'instant, on ne considère pas la climatisation, du moins pour les passeports habitation. Dans la partie fonctionnelle, la climatisation représente vraiment une part importante, donc ça va être étudié. Et alors là-dedans, on va intégrer également toute la partie thermosolaire, donc les panneaux qui vont produire l'eau chaude sanitaire ou qui peuvent contribuer au chauffage. Donc tout ça va nous redonner ce qu'on appelle l'énergie finale. Eh bien, donc c'est vraiment l'énergie qu'on va réellement consommer, c'est les litres de mazout, les mètres cubes de gaz qu'on consomme vraiment au niveau du bâtiment. Après, on a intégré dans le développement, ça va être les apports, l'autoproduction d'électricité. Bah, la plus connue, ce sont les panneaux photovoltaïques. Et puis après, on va intégrer cet aspect environnemental, comme on parlait juste avant, qui notamment ce qu'on appelle les pertes par transformation. Voilà, ça je vais vous expliquer juste après. Et alors, cette totalité-là va vous donner la fameuse énergie primaire qui sert, on va dire, de comparaison au niveau européen entre les bâtiments. Alors, petite différence, je voulais le dire, pourquoi on ne peut pas comparer notamment des bâtiments, des passeports énergétiques belges, allemands, luxembourgeois, français, italiens, parce que comme je disais, la réglementation, c'est basé sur une directive qui ne donne pas toutes les informations exactes de calcul. On n'est pas encore sur un logiciel européen. Donc, on est en train un peu de mélanger des pommes et des poires. Et notamment, un des exemples qu'on peut retrouver ici, je vous ai fait une petite 3D, c'est une résidence, 5 appartements. Eh bien, si on est du côté luxembourgeois, on va étudier cette résidence en un seul bloc. Donc, on va faire un seul passeport énergétique pour les 5 appartements qu'on va voir ici. Donc, ça va nous donner une consommation moyenne globale pour tout.
qu'en Belgique, on va pouvoir réaliser le passeport si la personne qui dispose de l'appartement numéro 3 souhaite vendre, eh bien, on va étudier uniquement son appartement. Donc, déjà là, on a des différences qu'on va pouvoir constater. Je trouve que le fait d'étudier appartement par appartement est quand même plus intéressant parce que lorsqu'on va avoir une analyse globale et générale du bâtiment, bah, imaginez-vous qu'on dise que ce bâtiment consomme 5000 litres de mazout, l'appartement 5 consommera certainement beaucoup plus que l'appartement 3, forcément. Il est beaucoup plus grand, plus de surface de déperdition, peut-être sous toiture moins isolée. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui doivent vraiment évoluer en ce sens-là. Alors, voilà le look au niveau du passeport luxembourgeois. Donc, au niveau des classes énergétiques, on va de la lettre A+, jusqu'à la lettre I. Donc, du côté gauche, on va retrouver la partie, on va dire, besoin en énergie primaire, hein, qui va intégrer vraiment la totalité, on va dire, l'étude de l'enveloppe thermique, des installations techniques et l'aspect environnemental. Et alors, sur la droite, on va plutôt retrouver la partie isolation thermique qui va dépendre surtout, comme son nom l'indique, de la classe d'isolation, donc des épaisseurs d'isolant, de l'étanchéité à l'air, des systèmes de ventilation, voilà, ce genre de choses, de l'orientation du bâtiment, des apports solaires par les fenêtres. Donc, tout ça va constituer la classe d'isolation thermique. Alors, le logiciel va calculer des valeurs ici. Donc, les trois grandes valeurs qui sont calculées, ça sera bien sûr l'énergie primaire. On va calculer le besoin en chauffage et la production de CO2. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des crédits en énergie primaire pour l'installation photovoltaïque. Eh bien, en fait, le logiciel va calculer une part de production, en fonction qu'il y ait bien sûr des panneaux photovoltaïques, une part de production qu'il va intégrer dans le passeport. Je vous donne simplement un exemple. Si par exemple vous avez installé 10 kW crête sur votre toiture, eh bien, et que finalement le bâtiment est chauffé par exemple avec un système de chaudière à gaz, on ne va pas avoir besoin systématiquement de ces 10 kW pour le passeport, pour le besoin en chaleur ni la production d'eau chaude. L'électricité utile pour vraiment ces deux points va être relativement faible. Eh bien, au Luxembourg, on va dire, voilà, par rapport aux panneaux installés, la quantité d'énergie, on aura juste besoin d'une certaine part et c'est ça qui va être intégré dans le passeport. Donc, on n'intègre pas encore tout ce qui est, je vais dire, besoin externe, comme par exemple une voiture électrique ou autre, ou les besoins en éclairage. Donc, ça, ce n'est pas intégré dans cette partie-ci. Alors, j'arrive aussi à un grand débat lorsque je parle avec des Belges, que je compare avec le Luxembourg, c'est cette fameuse surface, la SRE, la surface de référence énergétique. Donc déjà là, au niveau des calculs qui sont faits, nous au Luxembourg, on va utiliser cette valeur-ci, voilà, qui est une valeur en mètres carrés. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a une définition, mais c'est simplement qu'au Luxembourg, nous, on va prendre la surface intérieure chauffée, avec certaines réglementations, on va prendre la hauteur seulement à partir d'1 mètre, on va exclure certains locaux de cette fameuse surface de référence énergétique, hein, certains greniers, des locaux poubelles, des locaux techniques, même s'ils sont chauffés, si par exemple je prends l'exemple d'un garage, même s'il y a des radiateurs, eh bien on va extraire, on ne va pas comptabiliser ces surfaces en mètres carrés. Alors voilà, je vous ai fait juste une petite 3D après, ben, vous voyez en rouge, ici, la surface, qui est une surface intérieure, on va dire brute, hein, puisqu'on a retiré toutes les cloisons. Et voilà, l'isolation ici en jaune reprend également le garage. Le garage était chauffé, il y avait des radiateurs, mais on ne va pas le prendre dans la surface de référence énergétique. Donc, ça va amener également à des interprétations complètement différentes d'un pays à l'autre, puisque les surfaces qui vont nous donner l'énergie primaire sur laquelle se base le passeport énergétique, la classe énergétique, eh bien, peut être complètement différente. Voilà. On a ici, une fois que l'on a les consommations d'énergie primaire, la classe d'isolation thermique et l'aspect environnemental, on va simplement diviser ces valeurs-là. Donc, je reviens juste au-dessus. Voilà. Les fameuses valeurs ici, on va simplement les diviser par notre surface de référence énergétique, d'où l'importance que ce chiffre
puisse être commun, je vais dire, aux manières européennes, pour que l'on puisse comparer vraiment des choses identiques. Et donc, en divisant ces valeurs-là, on va avoir les valeurs que vous voyez ici, qui sont exprimées en kilowattheure par mètre carré par année, notamment, ou alors en kilos de CO2 par mètre carré par année. Et c'est ça qui va nous déterminer la classe énergétique de notre bâtiment. Donc forcément, si la surface de référence énergétique, le diviseur n'est pas le même, ça peut créer vraiment des grosses différences. Autre petit point qui est intégré depuis seulement quelques années au Luxembourg, c'est la phase du passeport, une chose qu'on ne faisait pas spécialement attention, du moins le gouvernement, malgré nos appels, a peut-être un petit peu mis du temps à intégrer ça, c'était la phase du passeport. À une époque, lorsqu'on faisait le passeport, on ne disait pas, comme par exemple en Belgique, si c'était une PEB initiale, je veux dire lorsqu'on allait déposer le permis, et puis qu'on avait la PEB finale. Eh bien, voilà, c'est seulement depuis quelques années qu'on a ça maintenant au Luxembourg. On a la phase comme planifiée, donc en phase de construction, planification, et puis tout à la fin, on a enfin la phase as-built, donc comme construit, donc on doit remettre ses passeports réels. Mais je vais dire allez, je dirais de 2007 jusqu'à 2018-19, peu de personnes réalisaient ce passeport comme construit. Donc on a vraiment quelque chose, encore un gros travail à faire ici au Luxembourg. Alors, le point où je voulais vraiment arriver, qui me semble assez fondamental, c'est au niveau des différences qu'on va constater au niveau de l'énergie primaire. Voilà, je vous ai repris le tableau, je pense qu'il est toujours d'actualité. Ce sont les facteurs de conversion en énergie primaire. Donc simplement, voilà, on voyait que je vous ai mis des couleurs. On voit qu'au niveau du gaz naturel, eh bien, bon, on a très peu de différence. Hein. On voit ici, on a un facteur de 1. En 2007, on était à 1,12. Et en 2021, lors de la dernière modification, on est resté à 1,12. Donc pour les énergies fossiles, pareil pour le fuel, hein, on est à 1,10, ça n'a pas énormément changé. Ce qui a un petit peu évolué, c'est là où on voit une énorme différence, c'est par rapport aux combustibles renouvelables, je vais les appeler, le bois, le pellet, biogaz ou autre. Eh bien, en Belgique, ils ont gardé comme valeur environnementale les mêmes valeurs que le gaz ou le mazout ou que le charbon. Bon, là, je m'interpelle un petit peu quand je vois des valeurs pareilles, en particulier lorsque je vois les différences qu'on peut avoir, notamment ici au Luxembourg. Vous voyez, on est même à des valeurs qui sont positives. Donc, je vais dire, se chauffer en voyant qu'on a des valeurs inférieures ici à 1, ça veut dire que se chauffer avec ce type de combustible, finalement, est bon pour la planète. Voilà, c'est l'interprétation. Le gouvernement a décidé de dire, ben voilà, c'est une manière, c'est un combustible renouvelable. On va le couper, on va le brûler. Il y a du CO2 qui repart dans l'atmosphère. C'est pas grave, comme on a une gestion durable des forêts, ça va recapter du CO2 et on est reparti dans un cycle. Voilà, j'ai peut-être l'impression que c'est juste déplacer le problème à plus loin. Donc, je suis pas sûr que si l'entièreté de Luxembourgville se chauffait avec des chaudières à bûches de bois, ce serait extrêmement bon pour l'environnement. Enfin, voilà. Donc là, ils ont un petit peu augmenté les valeurs, adapté les valeurs. Ils sont arrivés à 0,20 avec la réglementation de 2021. Et alors, une des valeurs qui a énormément changé, c'est au niveau de l'électricité. Belgique 2,5. On était à 2,66 en 2007 et là en 2021, coup de baguette magique, ils nous ont sorti du 1,5. Donc autrement dit, lorsque je vais rouvrir un passeport énergétique que j'ai fait en 2007, où il y avait par exemple des radiateurs électriques, j'étais en très mauvaise classe énergétique, eh bien coup de baguette magique, en l'éditant aujourd'hui, eh bien, je vais aller donner peut-être un passeport énergétique qui va gagner 3, 4 classes énergétiques grâce à ce nouveau facteur énergétique qui est de 1,5. Alors, comment le gouvernement l'explique? Ils n'ont pas totalement tort, ils disent simplement que la part du renouvelable, les énergies comme le photovoltaïque et l'éolien notamment, a augmenté et donc c'est ce qui leur permet de dire, ben voilà, on est moins, je vais dire, dépendant des énergies fossiles et c'est ça qui améliore. Donc voilà, donc le gros problème ici, c'est c'est purement de la politique, ceci, à mon sens, au niveau de ces énergies primaires. Je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir se coordonner. C'est le point vraiment le principal pour moi, pour se coordonner au niveau européen. Alors, au niveau de l'évolution des classes énergétiques, vous voyez, en 2008, pour les nouveaux bâtiments, on était en classe D. En 2012, de B à C. En 2015, AB.
Et alors, on avait crié partout, tous les médias avaient annoncé qu'on arrivait en classe A en 2017. On a quand même interpellé le gouvernement en disant que pour passer d'une classe B à une classe A, peut-être que les ressources à mettre en œuvre, comme les augmentations vraiment très importantes des isolants, peut-être n'étaient pas si intéressantes que ça, simplement parce que la production de cette quantité beaucoup plus importante d'isolants, peut-être au niveau de la production et du recyclage, n'était peut-être pas l'optimum. Donc, ils ont créé maintenant ce qu'on appelle le standard NZ, qui est un bâtiment à très faible consommation énergétique. Et donc, sur cette base-là, le gouvernement dit simplement, voilà, on va créer un bâtiment de référence. Et donc, le bâtiment de référence, c'est simplement le bâtiment que vous avez encodé, avec certains critères minimums qu'il faut atteindre. Et alors, on le voit ici, le logiciel dit en bas, voilà, les valeurs exigées et les valeurs calculées. Et alors, une petite croix pour savoir si c'est respecté ou pas. Donc, ce n'est pas encore tout à fait comme, je dirais, en Belgique, où on va vous donner des valeurs très spécifiques à atteindre, hein, niveau K et ainsi de suite, niveau EW, spec. Non, ici, ça évolue. Je peux très bien avoir des nouveaux bâtiments que je sortirai en classe BB ou en classe AA ou AB, ça dépend un petit peu. Voilà. Alors, ici, c'est juste à titre informatif, c'est simplement ce que le gouvernement a considéré comme bâtiment de référence, donc c'est quand même assez poussé, je vais dire. On voit que par exemple pour les murs, il faut que le bâtiment de référence a été calculé avec des murs de 0,13. Donc, au niveau des perditions, c'est quand même pas mal. On est vite avec 24-26 cm d'isolant sur des façades isolantes. Donc voilà, ce genre de choses, quoi. Pareil pour les toitures et ainsi de suite. Au niveau de tout ce qui va être système technique, au Luxembourg actuellement, je n'ai plus la possibilité de pouvoir encoder, enfin du moins d'atteindre les exigences minimales avec des chaudières gaz, des chaudières mazout. C'est plus possible. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas encore réussi. Il y a peut-être d'autres personnes qui y arrivent, mais moi, je n'y arrive plus. Donc, on est obligé de tout passer, notamment avec des pompes à chaleur. Donc voilà, ça va arriver sur le marché maintenant. À partir du 1er janvier 2023, c'est d'application. Et alors, je vais terminer juste si on peut me montrer, enfin, me permettre de partager mon écran juste maintenant. C'est la prochaine étape pour voilà. Attends. Voilà. Je ne sais pas si on voit mon écran. Ouais. Oui, on voit votre écran. Voilà. Donc en fait, là, au niveau des nouveaux critères maintenant, au niveau du Luxembourg, ils sont en train de les faire évoluer. Ils avaient lancé ça en 2017. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment un pas de géant qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire maintenant une version 2.0 pour essayer de faire évoluer ça. Ça s'appelle le LENOS. Donc c'est une certification, si vous voulez, un petit peu à l'instar du BREEAM, des GNB, LEED ou des labellisations comme ça qu'on retrouve sur des gros bâtiments. Et donc maintenant, on va, à mon avis, dans très peu de temps, avoir ce genre de choses où on va devoir étudier tant l'implantation du bâtiment, de voir au niveau également sociétal, voir où se situe, on va devoir encoder par exemple les distances du bâtiment par rapport aux arrêts de bus, de voir, tiens, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des pharmacies à proximité, ce genre de choses. On va devoir également évaluer les coûts énergétiques, bien sûr. L'autre critère, ça va être également tout ce qui va être écologie au niveau des matériaux de construction, la mise en œuvre, mais également tout ce qui va être recyclage des bâtiments. Et alors, on va bien sûr étudier toute la technique par rapport à cela. Alors, on a également au niveau des matériaux, on va avoir vraiment l'obligation d'utiliser des matériaux qui ont un certain degré écologique, on va dire. Donc, tout ce qui va être polyuréthane et ce genre de choses issues de la pétrochimie vont être voués à disparaître du Luxembourg, quoi. Voilà. Et donc après, on a la partie fonctionnalité, on a également la qualité de l'air qui est analysée. Voilà. Il y a plein d'autres critères. En gros, il y a 143 critères qui vont être analysés au niveau de l'évolution pour les prochains passeports qui vont se faire au Luxembourg. Donc, il y a vraiment beaucoup de boulot. Voilà, j'avais fini pour ma partie. Je ne sais pas maintenant. Hop. Pour redonner la main, je fais. Voilà. Merci. C'est bon, merci beaucoup, James.
Alors, notre prochain intervenant, Georges de Oliveira, qui est un ingénieur passionné de technologie, il est fondateur de SmartCube en 2018, une société qui est spécialisée dans le smart building et qui se lance en 2021 dans le monitoring énergétique, qui donne naissance à la filiale Cube for Monitoring, visant à aider les entreprises à réduire la consommation énergétique. Georges donne également des cours pour le Centre des compétences et la Chambre des métiers dans le domaine de Smart Home. Georges, je te donne la main. Carla, merci pour l'introduction. Franchement, c'est très détaillé, c'est bien. Bon, je me présente. Alors, Georges de Oliveira. Moi, je suis effectivement le CEO de SmartCube et de Cube for Metron et Cube for Nexum. Donc, en fait, j'ai démarré mon activité avec SmartCube, qui est une société spécialisée en fait dans le smart building. Et nous, on est plutôt orienté solution et pas produit. Donc, vite est venue en fait la demande de faire du monitoring énergétique. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a décidé en fait de séparer les activités. Et donc, avec Ufometron, en fait, c'est une société où on propose également du monitoring énergétique à la demande, c'est-à-dire que de nouveau, on n'est pas orienté produit, on est plutôt orienté solution. On met, en fonction du besoin du client, on va mettre le réseau. Donc, c'est soit du wireless Imbus, du LoRa. Enfin bref, on fera tout le nécessaire pour qu'on puisse lire les compteurs. On a aussi été les premiers à Luxembourg à développer l'interface P1 pour les compteurs Smarty. Donc aujourd'hui, cette plateforme nous permet en fait de lire tous les compteurs énergétiques, que ce soit de l'eau, thermique, bon, chaude, eau froide, thermique, électricité, et de proposer également, en cas de besoin, surtout dans le résidentiel, des décomptes énergétiques assez simples à comprendre et clairs. Et en fait, et après, étant donné que quand on fait du smart building et quand on fait du monitoring énergétique, il faut toujours une société d'électriciens pour installer toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on a décidé de créer alors Cube for Nexum. Donc comme ça, j'ai un groupe où je peux proposer vraiment des solutions clés en main à tous mes clients. Voilà. On continue. Donc nous, on est plutôt, alors chez SmartCube, l'ADN, c'est plutôt l'innovation. On est très innovant. On essaye d'être toujours décalé par rapport à ce qui existe sur le marché à Luxembourg. Et donc, c'est un peu notre domaine, c'est vraiment de créer du service à partir du bâtiment intelligent. Voilà, donc l'objectif, c'est, bon, après, plus tard dans la prochaine présentation, je vais expliquer ce que moi j'entends par un bâtiment intelligent. Mais en tout cas, la vision pour moi, c'est vraiment que ce soit un bâtiment qui soit évolutif, attractif, parce qu'il faut quand même proposer des nouvelles solutions, des nouveaux services, et justement de permettre en fait, durant toute la vie du bâtiment, de faire les optimisations nécessaires pour qu'il devienne plus confortable, plus économique en énergie, etc. Il y a quelque chose qui marche plus. Ah, voilà. Donc, c'est justement pour ça que nous, pour rester en fait innovants, il n'y a pas seulement la couche hardware qu'il faut mettre en place, mais il faut également créer une couche applicative. C'est dans ce sens-là qu'on a décidé, il y a quelques années déjà, de mettre en place une plateforme d'un côté qui, donc celle-ci, donc la première, détecte en fait toutes les anomalies, tous les dysfonctionnements dans un bâtiment vont être détectés. De nouveau, c'est une solution qui est assez ouverte, car il ne faut pas un produit spécifique, il faut tout simplement mettre les capteurs au bon endroit. Ces capteurs devront envoyer une information qui sera capturée par l'interface et qui, à partir de là, va donc informer le client de l'anomalie et va également trouver un prestataire de service. Et pour la partie monitoring, on a également donc développé donc une application qui permet en fait d'intégrer tout type de compteurs avec les différents protocoles sur le marché comme Imbus, Modbus, LoRaWAN, etc. Voilà. Donc en bref, c'est un peu pour la partie innovation. Donc toute la partie énergie prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu aussi, où nous estimons qu'on a un rôle très important à jouer, parce que le bâtiment et l'énergie
vont de pair. Et pour ce faire, il faut mettre à disposition des résidentiels ou à disposition de chacun des valeurs, parce que c'est grâce à ces valeurs-là qu'on va pouvoir justement proposer des solutions de comment faire des économies énergétiques. Voilà. Dernier slide. Donc, l'avantage de travailler avec nous, c'est effectivement que le fait de partir par le fait d'avoir ce groupe. Donc voilà. Donc ça nous permet, grâce à nos services, donc d'avoir plus de sérénité ou de fournir plus de sérénité à l'occupant. Donc c'est un point de contact. Des interventions également beaucoup plus rapides en cas de dysfonctionnement, d'anomalie ou de fuite, etc. Donc, on peut très rapidement réagir quand il y a des compteurs énergétiques qui arrêtent de fonctionner parce qu'on a directement l'information. Donc, on peut effectivement aider à réduire les coûts énergétiques ou même des dégâts quand il s'agit des fuites d'eau. Et également, donc, on propose des nouvelles opportunités pour les syndics et promoteurs. Voilà, donc une plateforme, en fait, une plateforme évolutive. Voilà. Donc, je disais que pour nous, donc, je pense que le défi du siècle, comme on a discuté, comme vous avez un peu présenté, c'est effectivement toute la partie énergie. Il y a un énorme travail derrière ça, parce que, en fait, moi-même, je me rends compte qu'il ne suffit pas d'installer des compteurs qui envoient des trames toutes les X minutes. Donc, pour informer le client en temps réel de sa consommation énergétique. Mais derrière, il y a aussi toute une sensibilisation pour justement aider les gens à devenir beaucoup plus responsables et à les aider en fait à économiser l'énergie. Voilà. Donc pour ça également, il faut effectivement passer par toute une communication. C'est tout un changement aussi parce qu'aujourd'hui, dans la plupart, en tout cas dans le résidentiel, c'est pas connu. On installe des compteurs et qu'on fait la lecture une fois par an pour faire des décomptes. Ici, c'est un peu le core business est un peu différent. C'est effectivement plutôt de sensibiliser les gens, de leur montrer un peu quelles sont leurs consommations quotidiennes et justement de les sensibiliser pour réduire la consommation énergétique qui va avoir un impact sur les émissions de CO2. Et à la fin, très clairement, ça va leur permettre d'économiser de l'argent parce que les décomptes vont être un peu moins élevés. Pourquoi l'automatisation des bâtiments? Donc finalement, on y arrive. Donc ce qui est super important, c'est que pour qu'un bâtiment soit vraiment, qu'on puisse l'appeler smart building, qu'il soit intelligent, donc il faut déjà qu'on ait une approche transversale. C'est-à-dire que chaque corps de métier, par ça je veux dire la ventilation, ou l'HVAC, donc les lumières, les volets, en fait, chaque partie du bâtiment va devoir communiquer ensemble pour pouvoir exécuter un certain process. Si je dois donner un exemple, donc si au cas où j'ouvre une fenêtre dans un bâtiment et qu'il dehors il fait 30 ou 40 degrés, il faut que le système soit assez performant, intelligent, qu'il puisse alors à ce moment-là arrêter la ventilation ou la climatisation. Mais toute la grosse problématique aujourd'hui dans le bâtiment, quand ils sont conçus, c'est qu'il n'y a pas cette approche en fait de designer. C'est ça qui est super important. Je pense qu'en français, on peut utiliser aussi le mot AMO, assistant maître d'ouvrage smart. C'est en fait c'est plutôt l'intérêt de parler en fonction. Quelles sont les fonctions qu'on souhaite avoir dans le bâtiment? Et ces fonctions-là, il faut que ce soit un expert qui, avec le promoteur ou le maître d'ouvrage, devra lui expliquer que telle fonction, que je pourrais dire maintenant, économie, on va l'appeler un nom, économie d'énergie. Donc, c'est la fonction qu'on va créer que quand on ouvre la fenêtre, pardon, il faut que quelque chose derrière se passe. Donc, pour réaliser cette fonction, il va y avoir différents intervenants. Donc, déjà, on va commencer par celui qui pose des fenêtres. Donc, il devra savoir qu'il faudra mettre un contact magnétique ou autre chose.
il y a celui de la climatisation, on va devoir avoir un module, et après, il y a également tous les branchements électriques, et le tout passe en fait par un bus. Donc, on ouvre une fenêtre et un message qui est envoyé pour dire, voilà, il faut éteindre ou couper la ventilation à l'HVAC. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une communication transversale, et ça, c'est en amont qu'il faut réfléchir aux fonctionnalités qu'on souhaite avoir. En fonction du degré d'automatisation et de l'intelligence du bâtiment, on va effectivement pouvoir faire des économies dans une grandeur de 30% dans le thermique et 13% pour l'électrique. Voilà. Donc, derrière tout ça, donc il y a vraiment ce concept de design qu'il faut d'abord mettre en place. En général, donc, on a cette fameuse pyramide où on trouve toujours les trois champs qui sont donc la partie où il y a les équipements, on appelle ça le niveau terrain. C'est là qu'on va trouver en fait tous les capteurs, parce que c'est les capteurs qui vont lire les infos et c'est les capteurs qui vont donner l'information aux actionneurs d'exécuter l'information. Et en fait, on a dans la partie automatisation, c'est là qu'on va mettre toutes les logiques, on va définir en fait tous les process. Et après, on a la dernière étape qui est le niveau supérieur, qui est le niveau management, où on va voir en fait la visualisation sur tout le statut du bâtiment et toutes les informations du bâtiment, et où on va aussi, grâce à cette partie-là, on va pouvoir faire toutes les optimisations nécessaires du bâtiment. Parce que si on ne remonte pas l'information, eh ben, la problématique, c'est qu'on ne saura jamais où on en est. Donc, il faut vraiment remonter l'information du bâtiment pour pouvoir l'analyser et pouvoir faire les actions nécessaires pour optimiser donc ce soit le confort ou la consommation énergétique. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, le bâtiment représente quand même 40% de la consommation d'énergie, avec 36% des émissions d'effets de serre dans l'Union européenne. Donc, investir dans une technologie qui permette en fait de réduire les consommations énergétiques et en même temps d'améliorer le confort de chacun dans un bâtiment fait son sens, surtout quand on analyse les prix de l'énergie. Et surtout, ce que je dis toujours, c'est que par rapport au coût du bâtiment global, c'est vraiment pas énorme. Et il faudra quand même savoir qu'on a un bâtiment qui est préparé pour l'avenir, parce que moi je dis toujours que si le bâtiment n'est pas intelligent, alors ça va être difficile aussi de mettre en place une smart city, parce que ça fait partie, en fait, c'est une petite partie du puzzle de toute l'intelligence en fait d'une ville, par exemple. Voilà. Donc même au niveau investisseur, ça fait vraiment son sens. Voilà. Donc le monitoring énergétique tel que moi je le vois et tel que moi je le mets en place, c'est effectivement de proposer toute une plateforme qui permette en fait d'intégrer tous les compteurs. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le résidentiel et dans le communal. Donc, les communes aussi ont donc des obligations de réaliser des économies. Ils doivent aussi respecter le pacte énergétique. Et donc, le fait d'un côté d'avoir le smart qui va justement exécuter des process qui va permettre d'économiser de l'énergie. Les compteurs, vont nous permettre toujours de voir en temps réel où on en est et surtout de détecter encore des surconsommations pour pouvoir par après, avec la partie smart, de nouveau aider à réduire la consommation ou même détecter parfois des anomalies. Voilà. Voilà, donc j'avais en fait
15 minutes pour faire mon présentation. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si j'étais trop rapide. Voilà. Merci Georges. Les questions, on va les traiter à la fin des présentations. Mais oui, on a quelques questions qui arrivent. Pour la dernière présentation, je passerai la main à mon collègue Sylvain Kubicki, qui est architecte et docteur en architecture, diplômé de l'Université de Lorraine. Il est ingénieur R&D au LIST, impliqué dans les projets de recherche et développement technologique dans les domaines de l'informatique pour la construction, le BIM et le Digital Twin. Sylvain est engagé dans les réseaux de recherche européens. Il est membre de la plateforme ECTP et du board du partnership Build for People. Il agit également comme évaluateur auprès de la Commission européenne et d'autres organismes de financement de la recherche. Merci Perla. Sylvain, à toi. Merci. Est-ce que je peux changer les diapos? Ah. J'ai l'impression que je n'ai pas... Ah, voilà. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais intervenir pour cette dernière présentation et en particulier présenter un certain nombre de travaux de recherche de développement qu'on conduit dans le cadre d'un projet européen, EPC Recast, qui est vraiment un projet qui accompagne les transformations en matière de performance énergétique des bâtiments, résidentiels en particulier dans ce cas-là, sur les volets qui ont été discutés jusqu'à présent, donc limiter les consommations énergétiques, notamment en passant par les améliorations attendues dans les prochaines années de cet instrument qui est le certificat de performance énergétique, et dans un contexte où les services se multiplient dans les bâtiments, et effectivement, la smart readiness des bâtiments joue de plus en plus, en tout cas est vouée à jouer un rôle sur ces questions. Alors, une petite introduction. On est passé de la vision théorique, scientifique, des questions liées à l'énergie et l'impact du bâtiment vis-à-vis des consommations énergétiques, à l'instrument réglementaire, donc comme je le disais tout à l'heure, en Belgique, au Luxembourg, avec des exemples très concrets de ce qu'est cet instrument, et les services smart et le développement d'un marché finalement dans le cadre de notre environnement bâti habituellement statique, où les services qui se basent sur des données dynamiques prennent de plus en plus d'importance. Pour compléter cette approche, le contexte politique européen est certainement essentiel aujourd'hui, puisque l'évolution des directives qu'on applique aujourd'hui au Luxembourg, dans la grande région, vient effectivement des grandes orientations politiques qui sont prises au niveau de la Commission européenne. La directive sur la performance des bâtiments, énergétique des bâtiments, a été évoquée par nos intervenants précédents. Aujourd'hui, elle est en pleine refonte, puisqu'il y a des accords qui ont déjà été trouvés, et en particulier pour faire évoluer les méthodes et régler un certain nombre de problèmes liés au certificat de performance énergétique et prendre en compte ces dernières évolutions qu'on a entendues jusqu'à présent. Pour ne citer que quelques exemples, mais évidemment, on reconnaît que l'efficience énergétique, c'est une réponse à long terme la plus significative au changement climatique que nous vivons. On met aussi en place, elle a une grande volonté politique de mettre en place le principe d'Energy Efficiency First, notamment dans les marchés publics, et de rendre le secteur public très exemplaire dans ses évolutions et ses démarches. Ici, vous voyez sur la droite de l'écran quelques extraits de ces objectifs qui, au-delà de l'énergie, visent, et on en a parlé, la décarbonisation de l'environnement bâti. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place et beaucoup d'autres sur lesquelles il va falloir encore trancher politiquement. Et puis, de manière générale, moderniser les approches, rénover le parc immobilier et trouver les moyens de financer ces rénovations. Et en particulier Deep Renovation, qui, on le sait, ont l'impact le plus important. Alors, pour mettre en place ces politiques européennes qui seront transcrites dans des directives, notamment au Luxembourg, dans les États membres, dans les 2 prochaines années,
le recast de la directive n'est pas encore voté, mais une fois qu'il le sera dans les prochains mois, semaines, il y aura 2 ans en général pour mettre en place la directive dans les réglementations nationales. Mais la Commission européenne accompagne ces démarches politiques d'un certain nombre d'activités de recherche et d'innovation qui ont pour objectif de démontrer les nouvelles méthodes, les nouvelles approches, les nouveaux outils numériques également qu'on peut utiliser pour implémenter ces changements, mais aussi d'impliquer le marché, d'impliquer au maximum les acteurs du marché, soit en réalisant des démonstrateurs dans des bâtiments, soit aussi en impliquant des entreprises privées pour les aider à renouveler ou à accélérer la mise au point de ces nouveaux services. EPC Recast donc, est un projet de recherche et d'innovation financé par l'Union européenne qui est vraiment dans cette veine d'avoir à la fois un niveau de démonstration vraiment sur le terrain des nouveautés des directives, mais également de conduire le changement et de conduire l'ensemble du secteur vers ces innovations. Donc, dans EPC Recast, l'objectif, c'est de mettre au point un processus innovant pour la réalisation des certificats de performance énergétique recastés, mis à jour, mais également de développer les outils qui vont permettre de développer, de faciliter la génération de ces certificats. Le projet se focalise sur les bâtiments résidentiels. Je vais montrer quelques exemples de ce qui se fait en matière de recherche et d'innovation dans ce projet qui implique 11 partenaires dans 7 pays européens. Ce n'est évidemment pas les seuls pays ni partenaires impliqués dans ces évolutions. Il y a un réseau de projets comme EPC Recast qui s'est mis en place avec, je pense aujourd'hui, 6 projets, sister projects, qui se parlent et qui échangent de l'information sur ces changements. Alors concrètement, l'ambition dans EPC Recast, c'est de répondre finalement, d'apporter des réponses, des pistes de réponse à un ensemble de problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. Supporter l'émergence des nouveaux cadres réglementaires pour les certificats de performance énergétique. On a entendu PEB, CPE. En France, on parle de diagnostic de performance énergétique, de façon à les rendre plus fiables, à couvrir les questions énergétiques, mais également au-delà. On a parlé d'empreinte carbone aujourd'hui, de rendre plus comparable, et là je pense que c'était clairement évident que comparer Belgique et Luxembourg est quasiment impossible. Donc, plus d'homogénéité dans les prochaines réglementations nationales de calcul des EPC. Awareness, Acceptance and User Friendliness a vraiment pour objectif de s'adresser aux propriétaires, aux maîtres d'ouvrage, vraiment l'utilisateur final de l'EPC pour prendre une décision. S'appuyer sur des standards, mais aussi couvrir le Smart Readiness. Et là, ça fait vraiment écho à la présentation précédente de Georges. Et plus de transparence, on l'a aussi évoqué. Bien sûr, c'est très ambitieux et surtout de viser une homogénéisation à l'échelle européenne. Mais en tout cas, les briques sont là ou se mettent en place. Donc, dans le projet EPC Recast en particulier, on veut démontrer la collecte des données dans un bâtiment plus automatisé, un enrichissement plus évident, plus facile, notamment pour les visites sur place, mettre en place des procédures qualité et des contrôles de consistance dans les relevés, mais aussi les calculs qui sont réalisés en s'appuyant sur des standards. Utiliser de plus en plus l'énergie consommée, la mesure de consommation énergétique auquel on peut accéder plus facilement avec le déploiement récent des smart meters, mais on peut encore rajouter des couches de monitoring automatisées pour calibrer les modèles, pour vérifier les données et avoir des indicateurs basés sur l'évaluation opérationnelle de la consommation opérationnelle. Partager de l'information, utiliser un langage commun, une interopérabilité des données, c'est évidemment nécessaire pour la mise en place d'outils et de plus en plus de services dont Georges parlait tout à l'heure, puisqu'on va utiliser finalement des données qui seront disponibles en plus grande quantité. Et enfin, il y a un volet social non négligeable, mettre en place des approches où on peut impliquer les futurs utilisateurs de ces nouveaux certificats, qui peuvent être les propriétaires et les évaluateurs eux-mêmes, au travers de la mise au point de ces évolutions. Et donc, comme je disais en introduction, on a en particulier 150 logements qui sont pilotes et sur lesquels on testera à la fin du projet cette nouvelle méthode et ces outils. Au Luxembourg, on a un de ces pilotes qui est déjà
bien avancé dans sa mise en place. C'est une maison dans le quartier Elmen, développée par le SNHBM. Donc sur cette première maison, qui répond aux critères de construction durable les plus récents, on a une pompe à chaleur, multiples fonctionnalités, un chauffage électrique auxiliaire pour plancher, une production photovoltaïque et surtout un stockage dans le bâtiment. Donc, on a un bâtiment qui est évidemment relativement récent et performant, sur lequel on a mis en place un monitoring, donc à long terme, pour collecter des données liées à la production d'eau chaude, à la consommation énergétique électrique, mais aussi on devrait mettre en place des mesures d'air à l'intérieur pour comparer, donc dans ce but de comparer les consommations énergétiques anticipées dans les CPE et la réalité dans le bâtiment en utilisation. Donc ici, on a déjà un niveau de couche smart qui est mis en place dans ce bâtiment pour collecter ces données, ne serait-ce que pour les fins de monitoring, donc un nouveau type de service qu'on veut mettre en place à des fins ici de recherche. Cependant, quand on voit la taille de l'armoire électrique dans finalement une grande maison, on se rend compte que tous les systèmes sont voués à communiquer et donc il faut organiser cette smart readiness, la capacité à récolter, consolider, agréger les données, mais également les transformer en nouveaux services de contrôle, mais aussi à rendre aux habitants et aux utilisateurs. Un deuxième point de focus sur lequel le projet, les partenaires du projet se penchent, c'est des méthodes de collecte de données innovantes. En particulier, ici, quand on regarde la tâche d'un évaluateur CPE, la collecte de données est assez critique. Elle peut aussi être sujet à des incertitudes d'un évaluateur à l'autre. Donc, on travaille sur une application mobile qui fonctionne sur un iPad ou une tablette et qui va permettre de faire un relevé automatisé et simplifié des espaces d'un bâtiment, d'en produire un plan, d'ajouter les systèmes techniques, de façon à avoir de manière centralisée des données qui vont ensuite servir au calcul des CPE. Donc là, c'est assister, rendre le travail d'évaluation plus facile et finalement plus homogène aussi d'un évaluateur à l'autre et dans la production des calculs énergétiques. Et un troisième aspect sur lequel je voulais revenir aussi en termes de recherche et d'innovation, c'est la Renovation Roadmap, donc qui est un sujet développé en particulier par les collègues français du CSTB, dans lequel le LIST est aussi impliqué. L'objectif, c'est de développer un outil qui soit support finalement pour les propriétaires pour définir une stratégie de rénovation. On sait que tous les travaux n'ont pas le même impact, qu'ils doivent être menés dans un ordre malgré tout logique et qu'il y a un aspect financier non négligeable. Donc avec cet outil, la roadmap de rénovation, basée sur un CPE, on peut anticiper l'ordonnancement et l'impact des prochains travaux à réaliser avec l'aide d'un certificateur. L'idée étant d'amener le maître d'ouvrage ou le propriétaire à planifier ses travaux dans le temps et de lui fournir un feedback sur finalement quelles économies d'énergie, émissions de carbone, coûts ou encore confort intérieur et qualité de l'air sont à anticiper, sont à attendre de ces travaux de rénovation. Vous voyez ici la roadmap projetée sur les différentes étapes que je viens d'évoquer, les gains en matière d'énergie, mais aussi, et on voit du coup à gauche aussi de l'écran, ce que sont les indicateurs de ce futur IPC Recast dont on parle. Énergie, coût opérationnel, carbone, coût, score thermique et SRI. SRI, c'est finalement le dernier sujet qui, je pense, relie encore une fois les différentes présentations de cet après-midi. Le Smart Readiness Indicator, donc, qui est un indicateur d'évaluation de la Smart Readiness d'un bâtiment, de la capacité d'un bâtiment à fournir des services smart. C'est un indicateur qui est mis au point par la Commission européenne. Dans le cadre de la directive EPBD, il a été adopté de manière optionnelle. Donc, la transposition de la directive dans les États membres comprendra ou non le calcul du SRI.
le nouveau CPE sera accompagné ou non d'un SRI dans les différents États membres. Il n'y a pas encore d'informations sur le statut pour le Luxembourg. Donc, le Smart Readiness Indicator se focalise sur des fonctionnalités que sont l'optimisation de l'efficacité énergétique, l'adaptation de l'opération du bâtiment aux besoins des occupants ou encore la flexibilité vis-à-vis des signaux de la grille énergétique. Différents sujets qui amènent un certain nombre de catégories d'impact attendus au travers de domaines techniques, et d'équipements qui vont permettre de rendre ces fonctionnalités, le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, etc. Et le SRI va s'exprimer sous forme de scores qui seront parallèles aux scores de l'EPC qu'on a vu précédemment cet après-midi. Je ne vais pas m'étendre sur le SRI pour arriver à la clôture de cette présentation. Voilà. Vous pourrez noter, si ça vous intéresse, sur le site internet de la Commission ici, en lien, que le premier cas d'étude est un bâtiment luxembourgeois qui a été publié. C'est le bâtiment de Neobuild sur lequel le Smart Readiness Indicator a été appliqué, avec notamment des propositions de recommandations à l'issue de l'évaluation SRI. Il y a un certain nombre d'États membres qui sont déjà en train de réaliser des tests. Le Luxembourg n'en fait pas encore partie, bien qu'un certain nombre de projets, comme vous le voyez, l'utilisent déjà au Luxembourg. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvain et merci à tous pour votre attention. Nous avons quelques minutes pour répondre aux questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans l'onglet questions à droite. Nous avons déjà quelques-unes. La première question à James. Est-ce que avec le logiciel Lixib, la séparation des appartements n'est pas possible? James, on t'entend pas. Voilà, ok, pardon. Donc au Luxembourg, il y a deux logiciels qui sont reconnus, à savoir le LuxB, qui est une espèce de feuille Excel qui provient du Passive House Institute, hein, qu'on utilisait pour les bâtiments passifs. C'est une espèce de fichier un peu plus light, on va dire, que ce fichier-là. Et ça, c'est la première chose qui a été mise à disposition par le gouvernement luxembourgeois. Et on utilise également un logiciel qui s'appelle l'ESOSAI, qui est un logiciel suisse qui est utilisé en France, en Italie, en Allemagne. Voilà, il est vraiment bien utilisé. Et alors, ces deux logiciels, ce sont des calculateurs on va dire, de besoin en énergie. Donc, on n'a pas de difficulté à encoder vraiment, si on voulait le faire appartement par appartement, on peut le faire. Il n'y a vraiment aucun souci. La seule chose, c'est que le passeport énergétique ne sera pas généré sur ces petites entités-là, quoi. En tout cas, il n'a pas de force légale puisque le texte légal au Luxembourg prévoit d'encoder sur la totalité du bâtiment. Donc, techniquement, ça peut être possible. Je peux sortir des données de besoin en énergie, mais sinon, voilà, légalement, ce n'est pas exploitable. Ok, merci James. La prochaine question. Alors, quel est le gain en termes de CO2 kWh par habitant par an, si ça existe, par l'obligation pour les nouveaux bâtiments de la qualification NZ2? C'est bon, ça, c'est ouais. En fait, c'est pas facile de répondre, pardon, de répondre à cela. Je vais dire parce que le bâtiment, tout est basé sur le bâtiment de référence. Donc autrement dit, si on prend le bâtiment que Sylvain a présenté à Elmen, que je connais bien parce qu'on travaille également dessus, on va prendre ce bâtiment-là, mais les résultats que l'on va avoir et les obligations que l'on aura ne sont pas tout à fait les mêmes qu'un bâtiment qui sera identique, mais qui sera mis avec une autre orientation ou quelques fenêtres en plus ou
un petit volume en plus. À chaque fois, le bâtiment de référence, c'est la copie conforme du bâtiment qu'on étudie. C'est juste qu'on va aller implémenter les valeurs U que vous avez vues au niveau des parois, des toitures, de la technologie, ainsi de suite. Donc ça fluctue vraiment énormément, quoi. Mais dans le principe, on essaye quand même d'atteindre les valeurs A. Je vais juste revoir, il faudrait reprendre le slide. Alors, hop, je vais vous le reprendre. Il faut que je le reprenne. Excusez-moi. Ah, où est-ce que j'ai été mettre ça? Là. Donc voilà, au niveau des besoins, je vais dire, ben on est vraiment à partir de 6,5 kg de CO2, donc c'est les catégories A, A+, qu'on essaye d'atteindre au Luxembourg. Donc je vais dire le maximum, un des maximums, mais ça peut un petit peu varier en fonction du bâtiment de référence, on obtiendrait 10 kg de CO2 par mètre carré par année. Merci James. La prochaine question, c'est pour Georges. Smart Building, en termes de LCI, est-ce que le gain énergie est supérieur aux énergies ou CO2 émis pour fabriquer les équipements installés? Georges, on ne t'entend pas. Georges? Je pense qu'il ne nous entend pas non plus. Je peux juste rebondir peut-être, Perla, si tu le permets. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dans le cadre de ce que la Commission européenne attend vis-à-vis du Smart Readiness Indicator qui est souvent venu sur la table avec des opinions assez divergentes. Je pense, on s'est un petit peu renseigné, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études, en tout cas suffisamment d'études qui permettent de mettre en relation on va dire le CO2, l'émission de CO2 évitée d'un côté par le gain en efficacité énergétique versus le coût des capteurs. Ce qui ressort par contre qui est assez intéressant dans les premiers feedbacks ou les premières analyses scientifiques, ça rejoint aussi le sujet précédent de la démontabilité, donc d'éviter que les capteurs soient, les câblages soient trop liés au bâtiment, en tout cas de les rendre démontables ou modulaires. Mais oui, c'est une vraie question dans la communauté scientifique également. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que les capteurs, tout ce qui est capteur et monitoring énergétique peut peut-être avoir un impact environnemental en termes d'équipement qui est installé, mais en général, pour faire des économies, c'est beaucoup plus facile quand on montre aux utilisateurs, aux propriétaires, aux facility managers, qu'est-ce que l'on consomme réellement. Et là, parfois, pour faire des économies d'énergie, c'est beaucoup plus facile quand on a un outil qui permet de montrer réellement ce qui se passe, plutôt qu'en donnant des choses très, très théoriques qui ne font pas en sorte que les gens s'impliquent dans l'économie. Donc, on a besoin de ces capteurs pour monitorer et montrer, visualiser, impliquer les occupants. Surtout, si je peux faire une remarque, ce qui est aussi super important, c'est qu'à un moment donné aussi, dès qu'il y a une anomalie, l'information va remonter tout de suite. Donc, le temps de réaction, il sera super court. Hein. Voilà. Mais on n'a pas encore attaqué le sujet qui était dans la question. On ne sait pas vraiment l'impact CO2 des capteurs qui est émis, mais on sait les avantages et tout ce qui peut être évité en installant ces capteurs-là. Sylvain, sur le projet EPC Recast, EPC, c'est la question en anglais, is EPC only for residential houses in Luxembourg? Is there any institute which assess companies and issue certificates for green offices? Oui, la question, je réponds peut-être en anglais pour notre participant. EPC Recast project is only focused
focused on residential housing, but that's the scope, the focus, the limit for the research project. But yes, of course, in Luxembourg, there are institutes that can accompany companies in the energy efficiency and apply the EPC as well for office buildings, for instance. Then when it comes to green office, I'm not sure what is meant here. Et je peux prendre la question suivante, peut-être, Perla. Oui, la question suivante est également pour EPC Recast. Donc, est-ce que les classifications du CPE vont se baser sur les consommations réelles à nouveau? L'expérience a démontré que ce n'est pas une bonne méthode car corriger les consommations, climat, non-occupation, température, etc. implique des incertitudes élevées, donc de grandes marges d'erreur. C'est pas l'objectif, c'est pas un objectif des nouveaux CPE d'en arriver là. Mais par contre, et c'est ce qui est testé dans le projet EPC Recast, c'est que les incertitudes qui sont liées à la méthode de calcul qui ont été discutées longuement cet après-midi peuvent être atténuées, prises en compte dans l'utilisation de données réelles. Donc l'approche qui est suivie, c'est plutôt de développer un modèle théorique comme on a aujourd'hui et d'utiliser les données monitorées, historiques ou en temps réel pour le calibrer. Mais c'est des résultats de recherche, notamment, qui doivent encore faire leurs preuves et qui ne seront pas transposés, évidemment, telles quelles dans les réglementations à court terme. Et la prochaine question, Sylvain, également sur EPC Recast, quel accompagnement en formation pour l'utilisateur final est prévu lorsqu'on voit la taille de l'armoire électrique? Oui, bon, je mentionnais l'armoire électrique, ça reste le domaine des électriciens et les travaux qu'on y fait sont uniquement à des fins techniques ou de recherche. L'accompagnement à la formation pour l'utilisateur final dont on parlait, c'est vraiment de donner à travers un nouveau certificat, peut-être plus parlant, plus expressif, aussi plus dynamique. Et ça rejoint aussi des tableaux de bord, de visualisation qu'on peut fournir aux occupants, une information. Voilà, c'est vraiment éduquer tout un chacun avec ces nouveaux outils et ces nouvelles approches. C'est ça qu'on vise. Ouais, donc, et à quand projeter l'accomplissement du Recast? Le projet se termine l'année prochaine. Ce n'est pas forcément un accomplissement en soi, c'est la fin du projet. Et comme je disais, les nouveaux CPE, qui sont une des problématiques très concrètes pour aujourd'hui, devraient être transposés dans les 2 ans par le Luxembourg, une fois ratifiés. Et on prend la dernière question. Dans le cas d'un CPE as-built plus défavorable que celui annoncé à l'étape du projet, est-ce qu'il y a une responsabilité du maître d'ouvrage? On peut laisser James répondre. James, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Tout dépend de ce qui est mis dans l'acte de vente, en fait. En général, les actes de vente chez les notaires précisent une lettre énergétique. Donc, je vais dire la lettre énergétique dans une classe, par exemple B, elle a quand même une certaine flexibilité, une certaine marge de manœuvre. En revanche, à partir du moment où c'est bien stipulé chez le notaire qu'on doit atteindre une certaine classe et qu'en faisant le CPE as-built, on n'y arrive pas, il faut voir quelle est la responsabilité. Ça peut être effectivement une responsabilité d'abord devant un juge, ça sera en général le promoteur qui après pourra se retourner contre les entreprises tierces éventuellement si on n'a pas mis en œuvre correctement les isolants qui étaient prévus, ce genre de choses, quoi. Ou si l'étanchéité à l'air avait été déterminée et qu'on n'y arrive pas. Donc voilà. Après, il y a pas mal de petites choses qu'on se donne quand même pas mal de marge de sécurité quand même pour essayer justement d'éviter ces fameux problèmes.
Je donne un simple exemple au niveau du calcul des ponts thermiques qui a quand même une influence dans les passeports de manière assez considérable. Mais voilà, on va les prendre des ponts thermiques par défaut qui ont une valeur un petit peu plus mauvaise. Et on sait qu'en les calculant en fin de chantier ou même en cours de chantier qu'on va d'office pouvoir récupérer quelques kilowattheures par-ci par-là, quoi. Donc on fait ce qu'on appelle de l'optimisation énergétique. Après, il faut peut-être devoir compenser. C'est déjà arrivé en mettant des promoteurs, par exemple, qui, lorsque l'on prévoyait une pompe à chaleur et qui, pour des raisons budgétaires, mettent des chaudières gaz, on va peut-être devoir compenser avec des panneaux photovoltaïques ou thermosolaires ou ainsi de suite, quoi, ce genre de choses, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup James. Et on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remercie. Et si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été posées dans cette session, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email qui est affiché sur l'écran. Comme mentionné, la session est enregistrée. Elle sera prochainement sur notre chaîne YouTube. Merci et très bel après-midi. Merci. Merci. Merci.